Bonjour, voici une deuxième vidéo venant illustrer cet adage montessorien. Tout ce qui est aide inutile constitue une entrave au développement des forces naturelles. Lors d'une première vidéo, j'avais essayé de comprendre ce que pouvait vouloir dire cet adage en saisissant les principes à l'œuvre, notamment celui de suspension de l'action, et en analysant un exemple concret. Cette deuxième vidéo en est le prolongement, même si vous pouvez les regarder séparément. Elle vise à explorer l'articulation possible d'un tel principe lorsqu'il y a erreur. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'aime toujours prendre quelques précautions méthodologiques. En voici quelques-unes. Comme pour la première vidéo, tout ce que je dis ici ne reste qu'une esquisse qui vise à faire réfléchir, à comprendre les enjeux. Elle ne remplace donc, bien entendu, ni les lectures montessoriennes, encore moins les formations, loin s'en faut. Elles ne remplaceront jamais le compagnonnage avec les praticiens, les praticiennes, les formateurs et les formatrices. C'est donc de mon point de vue de chercheuse qui s'attache à décrire les pratiques que je cherche à aider à réfléchir, approfondir ou peut-être bousculer aussi quelques-unes des conceptions que l'on se fait de cette pédagogie. J'ajoute que c'est une perspective à un moment donné qui ne dit bien sûr pas tout. C'est donc aussi une base pour les formateurs, les praticiens, les praticiennes qui voudraient utiliser ces vidéos pour les discuter et les approfondir, se les approprier à leur manière. Comme pour la première vidéo, je cherche à rendre accessibles avec mes petits moyens techniques des conceptions plus scientifiques décrites ailleurs. Dans un ouvrage publié en 2017 et coordonné par Philippe Forêt et Alain Kerlan, que j'ai déjà mentionné, et dans un ouvrage de didactique coordonné par le collectif Didactique pour enseigner, dont je fais partie depuis quelques années, qui s'intitule précisément Didactique pour enseigner. Mon travail à partir des pratiques s'appuie sur la théorie de l'action conjointe en didactique qui est ici illustrée. Si vous voulez lire un approfondissement en particulier du cas pratique, vous pouvez vous y référer. Nous avons vu dans la première vidéo que cet adage montessorien suppose de comprendre que parfois, en voulant bien faire, nous intervenons trop. Nous commentons, nous aidons, nous faisons à la place de l'enfant, ce qui, dit Maria Montessori, risque fort de faire perdre à l'enfant le goût de l'action par soi-même, de l'effort et tout simplement de la sensation d'être capable. Nous avons vu aussi que, en conséquence, l'adulte qui accompagne les enfants peut prendre une posture bien particulière que nous avons appelée, pour essayer de mieux la circonscrire, la comprendre, la suspension de l'action. La suspension de l'action, c'est une action, mais qui consiste dans le fait de se retenir d'agir, précisément pour laisser l'enfant tâtonner, se confronter à son expérience propre. Bien sûr, il ne s'agit pas de laisser faire et de se désintéresser. Suspendre son action, c'est aussi rendre possible l'erreur. Que se passe-t-il alors en cas d'erreur et comment l'enseignant peut-il articuler correction de l'erreur et suspension de l'action ? Avant de comprendre tout cela dans le détail, il faut d'abord préciser que dans le cas montessorien strict, il y a toute une organisation didactique, pédagogique, qui vient soutenir la progression des enfants. Je parle ici du 3-6 ans, car l'organisation est un peu différente pour le 6-12 ans. Je vais décrire rapidement l'organisation du travail qui a fait l'objet d'un diaporama commenté pour un colloque scientifique. Je vous donne ici le lien. Premier cas de figure, l'enfant est seul avec un adulte. C'est un temps de présentation où l'enfant vit avec l'adulte un matériel. Il peut y avoir des enfants observateurs ou des présentations à plusieurs, cela arrive aussi. Deuxième possibilité, l'enfant est seul avec un matériel qui lui a été précédemment présenté. Ce sont des temps de dévolution, dirait la didactique, où l'enfant répète l'activité avec plus ou moins de succès, s'approprie le matériel et toutes ses significations profondes. Cette dévolution peut être immédiate ou différée. Il arrive parfois que certains enfants reprennent une activité qu'ils n'ont pas expérimentée depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Le matériel montessorien propose en effet plusieurs choses.
Il y a la possibilité d'une progression linéaire. Alors attention, ce n'est pas une préorganisation à l'avance de ce que va faire l'enfant. C'est plutôt la vision globale de l'adulte sur les 3 ans, par exemple. Mais les enfants travaillent selon la répétition, ou de manière circulaire, ou en spirale, avec des allers-retours. Les enfants travaillent également de manière rhizomatique, si l'on veut, en réseau, puisque les différentes activités se répondent et se renforcent. Elles forment un système. Ainsi, ces temps de dévolution sont aussi des temps de renforcement. Troisième possibilité, l'enfant est en observation, observation directe ou observation participante. Ces observations sont rendues possibles par le fait qu'une grande liberté est donnée aux enfants. L'exemple de la photo nous montre ici une observation que j'ai filmée pendant de longues minutes en silence. C'est un élément essentiel car elles permettent à un enfant, par exemple, de revoir une activité faite par un autre et donc de l'envisager selon un autre point de vue. Et c'est aussi un élément de correction de l'erreur sur le moyen ou le long terme. Quatrième possibilité, l'enfant est en travail collectif. Selon les classes, on trouve des présentations de matériel d'un enfant à un autre, des présentations collectives ou des activités collectives, du travail en commun selon les traditions des classes, souvent en binôme pour les petits. Dans ce cas, on trouve des interactions et des recherches communes comme on peut le trouver dans un cadre plus classique avec co-construction des savoirs et résolution de problèmes. Il y a également les activités avec l'ellipse, se passer la clochette, le jeu du silence, les exercices de grâce et de courtoisie qui peuvent se faire en petits ou grands groupes. Enfin, bien sûr, en cinquième possibilité, restent les activités qui sont plus classiques et dont je ne parle pas ici, parce qu'elles mettent bien moins en jeu la spécificité de la pédagogie. Les cours d'anglais, dans certaines classes bilingues, le système est différent, les chansons et les lectures, les activités collectives comme les ateliers manuels, pour préparer une fête de fin d'année par exemple, le sport. Ces activités ne sont pas concernées ici par ce que je décris. Chaque enfant reprend donc, sur une journée, plusieurs activités. Ça peut être un grand et un long travail, ou une multitude d'activités qui peuvent recouper des domaines très différents, ou au contraire, des activités tournant autour d'un même centre d'intérêt. Vous voyez ici des photos d'une recherche que j'avais menée il y a quelques années. J'avais suivi des enfants sur une demi-journée et j'en avais fait la description avec des temps de travail, des épisodes et des errances. Vous pouvez lire cet article dans la revue Tréma, je vous mets également le lien. Ces activités sur une journée sont de fait imprégnées du collectif. On peut voir à l'œuvre des phénomènes d'observation, d'imitation, d'émulation entre enfants. Certains matins, le moulin à café, par exemple, sort beaucoup et il sortira peut-être beaucoup dans la semaine, et puis beaucoup moins la semaine suivante avant de ressortir de nouveau beaucoup quelque temps après. Je reformule donc. Avant de décrire la situation qui suit, où une enfant fait une erreur, il faut comprendre que ce que nous allons voir de la part de l'éducatrice est expliqué aussi parce que par ailleurs, nous avons toute une organisation qui donne à l'enfant des informations lui permettant de comprendre son erreur s'il y en a une. Ceci est articulé à une technique, un savoir-faire technique et éthique, et une progressivité du matériel. C'est une des différences entre des ateliers de manipulation, souvent composés de l'inventivité des enseignants, alors qui peuvent être tout à fait créatifs par ailleurs, et la pédagogie Montessori strictement appliquée. Il y a ici une organisation systématique, soutenue par ce savoir-faire technique et éthique, qui donne la possibilité d'une imprégnation, d'une intégration, une réitération, des répétitions et des observations, tout ceci rendant possible une manière de faire différente. Ces considérations sont ainsi très importantes pour comprendre l'ensemble. 2 éléments encore. Cette pédagogie pense différemment le temps didactique et la notion de performance scolaire. Si un enfant met du temps à intégrer quelque chose, c'est qu'il n'est peut-être pas prêt, c'est même peut-être parce que l'adulte lui a proposé une activité trop difficile trop rapidement. Le temps est essentiel dans cette pédagogie. C'est une pédagogie de la latence, de la lenteur, c'est-à-dire aussi de la construction souterraine. Ceci paraît contre-intuitif, car nous associons généralement Montessori et élitisme et performance scolaire. Or, je crois que cette vision nous empêche de penser ce qui est différent ici. Deuxième élément, c'est une pédagogie où le cadrage ne s'exerce pas sur l'enfant mais plutôt sur l'adulte.
L'adulte éducateur sait, lui, parfaitement ce qu'il a présenté et quand et à qui. Il s'adresse régulièrement à tous les enfants et peut donc régulièrement évaluer où en sont les enfants dans leurs avancées. En cas de grande difficulté ou d'avancement qui peine, il ou elle doit le voir rapidement et agir. Il ne s'agit donc absolument pas de laisser les enfants seuls face au matériel. L'adulte est un élément essentiel de l'ambiance. Mais cet adulte intervient fort différemment du classique. C'est pourquoi il est parfois difficile d'en rendre compte. C'est une culture éducative très différente. J'insiste sur tout cela car sans cette organisation, le risque est de ne pas avoir suffisamment de soutien didactique et de voir des enfants peiner à progresser ou encore ne favoriser que les enfants qui auraient déjà, pour des raisons diverses, des facilités à progresser. L'égalité est un principe fondateur du travail enseignant et dans le système montessorien, c'est par le matériel correctement mis en place et correctement accompagné, ainsi que par une conjonction de facteurs rendant possible la progression sous des formes diverses, que cette égalité s'accomplit en pratique. Je donne toutes ces précisions car il est question ici de l'erreur, donc les savoirs sont au centre de notre préoccupation. Mais il ne faut pas oublier que cette pédagogie pense avant tout le développement de l'enfant, la construction de sa personnalité. Le savoir et la culture sont donc articulés systématiquement à la construction de soi, seule question pédagogique d'importance, disait d'ailleurs Maria Montessori. Explorons maintenant notre cas pratique, le cas de Marie. J'ai donné quelques précisions de contexte dans la première vidéo, je ne les répète donc pas. En revanche, je rappelle que je décris une situation, à ma manière, dans le style montessorien, pour essayer de mettre des mots sur des pratiques. En d'autres termes, ce n'est pas prescriptif, mais descriptif. Cela vise à comprendre les enjeux de fond. Nous retrouvons donc Marie et Liliane. Le fait que ce soit les deux mêmes protagonistes est un hasard des prises vidéo. Nous sommes en fin de matinée. Le reste du groupe est réuni pour une activité collective. Marie termine de regarder les lettres rugueuses qu'elle a déjà commencé auparavant à travailler. Liliane l'accompagne et ce moment lui permet d'établir une évaluation de l'avancée de Marie. Elles placent donc ensemble les lettres vues sur 3 piles, acquis, en cours d'acquisition ou pas encore vues, chaque lettre étant donc placée sur une pile correspondante. Le principe des lettres rugueuses est globalement connu. L'enfant passe les 2 doigts de chaque main sur la lettre collée en papier rugueux sur un support lisse, bleu pour les consonnes, rouge pour les voyelles, et énonce le son correspondant. Il faut rappeler que ce travail est globalement très accompagné par l'adulte et qui peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Une fois qu'un nombre minimal de lettres est maîtrisé, selon la tradition des enseignants, l'enfant peut utiliser le grand alphabet mobile et commencer à écrire. Je ne vais pas vous diffuser la vidéo car mon matériel étant peu performant, l'écoute est difficile. Je vais découper en photos et les commenter en vous expliquant les échanges. Je vais donc découper le moment qui est assez court, quelques minutes, en scène. Tout tourne autour de la lettre K qui, en cursif, est assez difficile puisqu'il faut monter, descendre, remonter, faire une boucle et ressortir vers l'avant de la lettre. Voici la situation. Liliane est assise sur une chaise à hauteur d'enfant, à la droite de Marie, qui a les lettres rugueuses devant elle. Sa posture, droite, et un peu en retrait de la table, les mains sur ses genoux, laisse totalement l'espace à Marie. C'est intentionnel, bien entendu, c'est une manière de faire parler le corps, qui énonce ici que ce qui est à l'œuvre, c'est le travail de Marie. Marie vient de faire plusieurs lettres et se trouve face à la lettre K. Elle commence le geste, s'arrête et se tourne vers Liliane. « Ah, je me rappelle plus !» Liliane ne fait pas de commentaire. Elle dit simplement « Ah, alors je vais te montrer. T'es prête ?» Marie fait oui de la tête. Liliane fait donc le geste, lentement et en silence, ce qui prend environ 12 secondes. Liliane prend le temps. Regardez les photos. Les places ont changé. Marie s'est reculée, tandis que Liliane est désormais, avec son bras, dans l'espace de travail. Liliane va ensuite s'assurer que Marie se souvient du son produit par la lettre. À ce stade, les enfants n'apprennent pas les noms des lettres. Elle lui demande « Tu te souviens ce que c'est ?»« K, k » répète Marie. Liliane fait ici le seul commentaire de l'ensemble des scènes. Elle ajoute « Il est rare, lui ». Parole de sollicitude qui peut sous-entendre qu'il n'est pas anormal que Marie ne se souvienne plus de cette lettre. Marie répète donc le geste. Elle passe sa main droite sur la lettre. Mais elle fait une erreur. Elle se trompe en passant 2 fois sur la boucle.
Liliane laisse Marie aller au bout de son geste. Elle ne se précipite pas, elle n'interrompt pas Marie, elle ne dit rien, ne fait pas un geste. Elle suspend son action pour laisser Marie aller au bout. Et c'est seulement quand Marie a terminé son geste qu'elle avance la main et replace la lettre devant elle en disant « Alors je vais te remontrer quelque chose ». Là, Liliane fait quelque chose de particulièrement intéressant. Elle réarrange pendant quelques secondes l'espace de travail. Geste qui pourrait paraître inutile, et pourtant, Liliane étire le temps didactique. Marie peut s'installer et se concentrer. Liliane met ainsi en scène, toujours en silence, son geste de correction. Toujours en silence, elle passe de nouveau sa main sur la lettre rugueuse. Remarquez, Marie a repris sa position en retrait, Liliane a réinvesti l'espace de travail. Liliane effectue le geste, mais elle va faire quelque chose d'un peu différent. Elle ralentit à l'endroit de la boucle. Elle s'arrête presque en bas de la lettre pour insister sur l'endroit où Marie avait fait une erreur. Et seulement là, elle verbalise. Tu tournes une fois et je sors dans la petite jambe. On voit ici que Liliane n'a toujours pas commenté l'erreur. Elle n'a pas dit « tu t'es trompé » ou « non, ce n'est pas ça ». Elle a remontré lentement. Elle a commenté la fin de son geste, le passage le plus difficile. Marie recommence donc le geste. Remarquez que chacune a repris sa place. Mais Marie se trompe une fois de plus. On le voit mal sur la photo, mais elle manque la boucle en la contournant, donc en n'allant pas jusqu'au pied de la lettre. Elle fait donc une deuxième erreur. Cette fois, Liliane ne laisse pas faire le geste jusqu'au bout. Elle intervient en posant délicatement la main sur son bras, sans parler. Elle sourit, elle refait le geste, cette fois en accompagnant sa main de sa voix et en décomposant davantage. On monte, je descends jusqu'au bout. Elle fait une pause de 2 secondes. Et maintenant, je vais passer dans la petite boucle. Nous n'avons donc toujours pas de commentaire et toujours le même principe. Je donne les clés pour que l'enfant trouve seul. Mais dans le même temps, nous voyons bien qu'il y a soutien didactique, graduel, de la part de Liliane. Et bien sûr soutien éthique, par des sourires notamment, et du tact. Marie reprend donc son geste, une fois de plus, assez rapidement. Et elle refait l'erreur de la boucle prise à l'envers. Cette fois, Liliane hésite à intervenir. On voit que sa main entre dans l'espace de travail, mais finalement, elle n'interrompt pas le geste de Marie qui va jusqu'au bout. C'est lorsque Marie a terminé que la main de Liliane entre franchement dans l'espace de travail. Liliane dit « alors » et ajoute en montrant le pied de la lettre, oublié par Marie, et sur le ton de l'humour « et lui là, il est pour mes chaussettes ?» Chacune reprend alors sa place, mais cette fois, on voit que les choses changent graduellement. Liliane garde ses mains près de Marie comme pour l'aider à contenir son attention jusqu'au bout. Et Marie fait la lettre K correctement, précisément jusqu'au bout. Elle se tourne vers Liliane, toutes deux se sourient et disent le son K. Liliane n'a toujours pas fait de commentaire. En revanche, elle a souri et validé par son attitude le bon geste. Reste à Marie à faire le geste de l'autre main, ce qu'elle fait. Elle connaît le contrat didactique. Et là, elle réitère son erreur. Immédiatement, Liliane met sa main à plat sur la main de Marie et prévient en chantonnant « Oh oh !» Marie refait le geste, cette fois correctement, de la main gauche. Je ne commente pas ce qui se passe autour. Nous n'avons pas le temps et ce n'est pas tout à fait le sujet. Nous restons sur Liliane et Marie. Comme tout à l'heure, le « k » énoncé en commun et le sourire viennent institutionnaliser la réussite de Marie. L'étude de la lettre se termine ainsi. Liliane prend la lettre et la place sur la pile des lettres en cours d'acquisition. Alors celle-là, on va la retravailler. Je n'ai fait ici que décrire sans commenter vraiment dans le détail. Alors que pourrions-nous dire sans prendre trop de temps ? La première chose à dire sans doute est que Liliane ne fait jamais à la place de l'enfant. Elle ne prend pas la main de Marie pour faire le geste avec elle, par exemple. Elle la laisse se tromper et tâtonner jusqu'à ce que Marie trouve d'elle-même et retrouve, puisqu'elle a déjà vu cette lettre, le bon geste. Bien entendu, Liliane fait cela dans la bienveillance. Elle accompagne Marie avec des sourires, avec éventuellement des phrases rassurantes. La deuxième chose est que Liliane n'explique pas avec des mots. Elle montre. La parole ne vient appuyer les gestes qu'en cas de nécessité.
Bien sûr, cela est possible parce que le matériel le rend possible et parce que nous avons tout un environnement et une organisation qui le permettent. En revanche, si Liliane n'use pas de mots, elle use de son visage. Elle sourit, elle hoche la tête. Elle use également de son corps qui est expression. Voilà pourquoi, dans l'article scientifique que j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai analysé cette scène avec l'aide de la proxémique, c'est-à-dire la science de l'organisation de l'espace et des distances sociales. Quelques mots sur le silence de Liliane, qui est bien entendu volontaire. Ce silence a une action sur Marie. Cela évite de la déconcentrer par des mots superflus, a fortiori des mots négatifs. Maria Montessori écrivait que les mots des adultes ont une grande influence sur l'enfant. En mettant l'accent sur l'erreur, on risque de la renforcer. Dans l'esprit absorbant de l'enfant, Maria Montessori dit ceci: louange, aide ou regard peuvent être suffisants pour interrompre et détruire l'activité. Ainsi, l'adulte doit être très prudent avec ses paroles. Alors Maria Montessori ne dit pas qu'il ne faut pas regarder l'enfant, ni qu'il faut jamais féliciter ou réprimander, mais que le fait de le faire peut couper un élan. Il faut donc en tenir compte dans notre manière d'agir. Attention, ce silence est accompagné d'une grande maîtrise physique de la part de Liliane. Elle ne soupire pas, elle ne lève pas les yeux au ciel, elle ne bouge pas, elle conserve son calme et sa sérénité. Cela ne l'empêche ni de sourire, ni d'être bienveillante, et même de faire de l'humour. Je crois qu'il y a là un accompagnement par le corps de l'idée que l'erreur n'est ni bonne ni mauvaise, c'est une étape de l'apprentissage, tout à fait normale lorsque l'on tâtonne. Il y a donc un rôle pour Marie. Mais ce silence a également une action sur Liliane. En apprenant à me taire, à ne pas commenter, j'apprends à retenir mes paroles, mes gestes et mes jugements. Et là, nous pouvons faire référence à ce que nous avons décrit dans la première vidéo. À un moment, Liliane a envie d'intervenir. On voit qu'elle hésite et qu'elle se réfrène. Le silence, je crois, vient aider l'adulte à se discipliner et se garder de toute action intempestive. Le silence des mots va bien avec le fait de ne pas faire à la place. Alors attention, il ne s'agit pas de devenir de tristes cires, mais bien de conserver intacte l'expérience de l'enfant et son désir de savoir, ce qui est bien différent. Liliane suspend donc son action pour intervenir à propos, au bon moment. Mais Liliane n'est pas absente, elle joue un rôle essentiel. Marie n'est pas seule face au matériel. Mais on voit bien que la manière d'intervenir de Liliane est très spécifique. Elle laisse Marie faire son chemin, tout en donnant des indications pour l'aider. Elle peut alors non féliciter Marie, mais se réjouir avec elle de sa réussite. Les sourires de la fin de la situation le montrent bien. Ce sont des sourires de congratulation réciproque. Ensemble, nous y sommes parvenus. Essayons, même provisoirement, de conclure. À travers ces deux vidéos, j'ai essayé de montrer les implications de cet adage très simple en apparence: toute aide inutile est une entrave. J'espère avoir montré au moins ceci: derrière des adages apparemment simples, voire simplistes, se déploient des actions complexes et expertes de la part des éducateurs et des éducatrices. Nous avons une connaissance encore trop pauvre de ce qu'est une pédagogie, et une pédagogie ne peut faire l'économie de ses pratiques. J'ai essayé également de montrer qu'une des particularités de l'action montessorienne réside sans doute dans la place très importante que prend cette suspension de l'action, c'est-à-dire une action qui consiste à ne pas agir, à se taire, à ne pas suivre ses impulsions pour laisser faire l'enfant. Il y a un lien clair avec le principe didactique de la réticence qui concerne tous les enseignants. Il s'agit de permettre à l'enfant, aux enfants ou élèves, de se confronter d'eux-mêmes à la difficulté sans l'assistance permanente de l'adulte. Mais dans le cas montessorien, elle se fait plus prégnante. Voilà pourquoi j'ai choisi un tel terme. J'ai essayé de montrer aussi les liens entre cette suspension de l'action et la libération de l'enfant, sa construction propre, son indépendance physique et psychique, son indépendance de pensée. Le fondement est de laisser intact, ou de rétablir, un élan ou une énergie de mise au travail. En termes pratiques, on voit bien qu'il s'agit comme de marcher sur un fil. Il faut savoir agir lentement, savoir perdre du temps, comme disait Rousseau, mais en même temps conserver l'objectif qui reste de transmettre et d'aider l'enfant à grandir. La suspension de l'action est donc tout sauf un laisser-faire. L'enfant n'est pas abandonné, mais contenu et soutenu. L'adulte n'est pas passif, mais au contraire vigilant et attentif, tout en lâchant prise. Cette disposition particulière, que l'on retrouve par exemple dans les philosophies orientales, est décrite par Maria Montessori comme une forme de vide,
laissant la place à l'enfant, je la cite, un état de vide ou plutôt un manque d'encombrement mental, une limpidité intérieure, un détachement de toute attache intellectuelle. Bien entendu, et j'espère l'avoir montré aussi, tout ceci ne peut se faire de manière suspendue. Il existe des conditions concrètes, matérielles, qui rendent possible tout cela, qui le rendent faisable. Un matériel spécifique, des techniques, un style, un rapport au temps, une philosophie de l'enfance. Pour finir, nous pourrions dire ceci. À travers cette suspension de l'action, il y a un enjeu politique, au sens large, puisqu'il s'agit d'exercer l'autorité véritable, celle qui encourage la construction, pour reprendre les termes d'Éric Prérat, philosophe de l'éducation, d'une liberté qui se cherche. Il y a également un enjeu éthique, parce qu'il s'agit ainsi, par le savoir-faire spécifique de l'éducateur ou de l'éducatrice, de reconnaître l'enfant comme un être capable. Ainsi, l'adulte doit trouver la bonne mesure et le bon moment. Parfois, il faudra intervenir, donner un coup de pouce, et même, pourquoi pas, engager fermement l'enfant à agir. Parfois, il faudra laisser faire. Cet art de l'intervention est d'autant plus difficile que l'élan de l'enfant pour le savoir et l'activité constructrice est délicat et vulnérable. Voilà pourquoi ce que l'on appelle dans le vocabulaire montessorien la posture de l'adulte, qu'il faudrait peut-être appeler action ajustée, encore une fois ancrée dans des conditions matérielles spécifiques, est essentiel. Mais ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Je vous remercie de votre écoute.